Bonsoir Marie Toussaint. Tête de liste écologiste. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Candidate Reconquête. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre ensemble ce soir. Débat que nous vous proposerons sur BFM TV tout au long de cette campagne des Européennes. 1 heure pour confronter vos visions de l'Europe et aborder les grands sujets d'actualité. 3 grandes thématiques ce soir. Je vous donne le programme. La première, c'est l'Europe face à la crise agricole et écologique. Ensuite, quelle politique migratoire pour l'Union européenne? Et puis, bien sûr, un volet diplomatique. Jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine? J'ajoute qu'en introduction, nous aborderons quelques sujets nationaux, notamment la question de l'hyperviolence chez les jeunes. Voilà le programme. Je rajoute évidemment que vos temps de parole seront décomptés. Et c'est vous, Marie Toussaint, qui avez remporté le tirage au sort. Vous aurez donc la parole en premier. Et donc, c'est Marion Maréchal qui conclura. Avant de commencer d'aborder tous ces sujets, une question pour l'une et pour l'autre. Dans notre sondage du jour, et là, pour BFM TV et la Tribune du Manche, c'est peu de dire que vous êtes toutes les deux en difficulté. Marion Maréchal, vous êtes à 5,5% derrière les Républicains. Marie Toussaint, c'est un peu mieux, 8,5%, mais vous perdez un point. Vous êtes distancé par le candidat soutenu par le Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, qui lui est à 12%. Je commence avec vous et je poserai la même question aux deux. Pourquoi est-ce que la campagne de votre débattrice du soir ne marche pas, selon vous ? Eh bien, je ne veux pas lui souhaiter de réussir. Donc, Ça commence bien. je ne peux pas tellement expliquer pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un problème de sens. Quand on a un Jordan Bardella, un François-Xavier Bellamy qui promeuvent des politiques qui sont relativement proches, on se demande où est l'intérêt d'avoir une proposition politique supplémentaire. C'est peut-être ça la raison, mais en tout cas, je ne souhaite à aucun de ces 3 candidats de faire un bon score le 9 juin au soir. Et sur la vôtre, pourquoi, selon vous, vous êtes distancé comme cela par Raphaël Glucksmann ? Écoutez, c'est simple, du matin au soir et du soir au matin, on entend de la bouche des lobbies, mais aussi de ces droites que je viens de citer, et au-delà également du gouvernement d'Emmanuel Macron, que l'écologie est la cause de tous les maux. L'écologie serait en cause la cause de la crise agricole, on en parlera tout à l'heure, serait en cause la cause de la crise économique, serait la cause de la crise sociale, alors que ce que nous promouvons, c'est justement une politique qui vise à protéger la nature, le climat et la justice, que nous nous battons, nous aussi, du matin au soir et du soir au matin. Mais c'est sûr que cette petite musique, qui est mensongère et inacceptable, nous fait du tort. Et on aura l'occasion, évidemment, d'aborder tous ces sujets tout au long de ce débat. Même question pour vous, Marion Maréchal. Alors déjà, permettez-moi de dire la que campagne de Marie Toussaint ne décolle pas. sondage est le plus pessimiste nous concernant, puisque tous les autres sondages nous donnent plutôt autour de 6,5. C'est vrai que souvent, quand on est politique, on ne regarde que les sondages. Et 8 ans, je vous dis que c'est le plus, je vous dis que c'est le plus pessimiste. Voilà, c'est le seul qui nous donne aujourd'hui autour de 5,5%. La plupart des sondages nous donnent plutôt 6, 7, voire 8 élus pour certains. Et alors, donc sur la campagne de Marie Toussaint, puisqu'il est plus intéressant d'analyser. Vous verrez, nous créerons la surprise. Moi, je pense autres. pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes ont un bilan. Ils ont un bilan municipal qui se distingue par une forme quand même très radicale d'islamo-gauchisme, de soutien à la violence politique à Sainte-Soline, voilà, une radicalité sociétale et une ambiguïté vis-à-vis des islamistes notamment, on aura l'occasion d'en reparler, et puis un bilan même au Parlement européen. Vous ne gouvernez pas au Parlement européen, mais c'est votre idéologie, votre fanatisme vert qui est à l'œuvre depuis des décennies, qui a contribué à saboter notre filière nucléaire. Et donc je suis convaincue qu'aujourd'hui les Français n'ont pas envie davantage de votre politique dont ils voient toutes les limites. Voilà pour mon analyse, mais on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Et donc d'un mot, 5,5%, ça ne vous inquiète pas? Vous êtes tout près de la barre fatidique qui vous empêcherait d'avoir des élus au Parlement européen? Le seuil de qualification, c'est 5% à ces élections présidentielles. Donc l'objectif, c'est d'avoir... présidentielle, européenne, municipale, tout va bien, européenne. Et donc c'est évidemment le seuil pour passer la barre et avoir des élus. C'est notre objectif dans cette élection. Mais vous verrez que nous saurons créer la surprise. La campagne commence à peine. Les Français nous découvrent encore aujourd'hui. Donc les sondages ne sont pas les suffrages. Attention. Bien, pour commencer, Marie Toussaint, Marion Maréchal, je voudrais donc qu'on aborde quelques sujets d'actualité avant bien sûr de parler des problématiques européennes, notamment ces faits d'hyperviolence chez les jeunes. Montpellier, Tours, Viry-Châtillon, où Chemseddine, 15 ans, a été battu à mort. Marie Toussaint, vous avez gagné le tirage au sort, donc je commence avec vous. Vous avez proposé, c'était vendredi matin chez nos confrères de France Info, je cite, « un horizon de douceur face à cette hyperviolence ». Est-ce que c'est vraiment la solution ? En tout cas, c'est un horizon. C'est un horizon et les solutions, il faut les décliner concrètement. Et qu'est-ce que ça représente ? Je veux d'abord dire que c'est de plus en plus difficile dans notre pays aujourd'hui d'être un enseignant. Et c'est aussi de plus en plus difficile d'être un jeune et un étudiant. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a 3 problèmes majeurs, 3 fléaux qui frappent
l'école, et notamment l'école républicaine aujourd'hui. La première, c'est le climat de violence généralisée dans lequel glisse notre société, en particulier sur les réseaux sociaux, avec un continuum très clair d'ailleurs, entre les injures sur les réseaux sociaux et puis le passage à l'acte. On le voit avec le harcèlement scolaire et on le voit malheureusement avec ces jeunes qui sont là. Et vous voyez, moi j'aimerais et je rêve et je souhaite construire une Europe sanctuaire, une Europe dans laquelle on vient pour le savoir et pour l'émancipation et pas pour se faire tabasser, voire tuer au cours d'une rixe. Et donc on a besoin de réaffirmer notre soutien à la communauté éducative dans ce sens-là. Oui, mais j'ai 3 points, monsieur Duhamel, donc il faut me les laisser. Comme c'est un débat, il faut me les laisser le dire. Changer, ouais. Non, mais je comprends, mais en même temps c'est un sujet particulièrement important, comme vous venez de le souligner. La deuxième chose, c'est que le service public de l'éducation nationale est aujourd'hui dans un état de délabrement profond. Alors j'entends qu'on propose de rehausser les salaires des enseignants, mais je veux aussi pointer du doigt le fait que la France est l'avant-dernier pays, avant la Roumanie, de l'Union européenne, en termes de ratio d'élèves par enseignant. Et donc, on a besoin de pallier à ce problème majeur et on a besoin de renforcer le service public. Ça touche aussi les infrastructures. Il y a de l'amiante, il y a des rats, il y a des endroits où il n'y a plus de chauffage. Et donc, ça ne va pas. Et je veux finir en disant que, je vous ai dit, c'est de plus en plus dur pour les enseignants aujourd'hui d'enseigner, tout simplement, de faire leur travail. Et nous devons absolument être à leur côté pour les protéger. Je pense évidemment à Samuel Paty ou à Dominique Bernard face aux ennemis de la République, à ceux qui s'en prennent à nos démocraties et qui, pour s'en prendre à nos démocraties, s'en prennent d'abord à l'école. Donc la préservation et la sanctuarisation de l'école publique. Réponse de Marion Maréchal. Alors, réponse que je crois que Mme Toussaint ne nous propose pas un horizon de douceur, mais un horizon de faiblesse. Et cet horizon de faiblesse aboutit précisément à la violence et au recul de la laïcité. Et je crois que l'école aujourd'hui est victime de 2 choses. D'une part, l'ensauvagement général de la société et l'effondrement de l'autorité de l'État. Et d'autre part, la gangrène islamiste. Et sur ces 2 sujets, je crois que vous portez une part de responsabilité dans le projet que vous défendez. Il y a un cocktail explosif, si je puis dire, dans votre programme, qui est un mélange à la fois de laxisme judiciaire. Vous considérez dans votre parti que la prison n'est jamais la solution. Vous défendez une politique migratoire totalement ouverte. Et on connaît aujourd'hui le lien indéniable entre immigration et insécurité. On y reviendra. Vous appelez de vos voeux une société multiculturelle, dont on sait qu'elle est une société bien souvent et malheureusement multi-conflictuelle. Vous avez des ambiguïtés indéniables, avec aujourd'hui la gangrène islamiste dont je vous parlais tout à l'heure. Vous ne proposez toujours rien pour l'école. Je vais vous répondre à l'instant. Vous avez fait constat, solution. Je vais faire exactement comme vous. Et je constate d'ailleurs que sur cette gangrène islamiste, vous avez un maire, Éric Piolle, à Grenoble, qui voulait autoriser le burkini dans les piscines. Marine Tondelier, qui défendait le lycée Averroès, proche des frères musulmans. Votre parti s'est opposé à l'interdiction de la baya dans l'école. Donc, Pardon, non, mais c'est très important ce que je réponds. Vous pourrez aborder, mais je crois qu'on s'éloigne un petit peu de la question initiale, qui est la question de l'hyperviolence avec un jeune garçon qui, à 15 ans, a été battu à mort à Viry-Châtillon. Il y a ça. Et dans l'école, il y a aussi des jeunes filles qui se font, en l'occurrence, traiter de mécréantes et lyncher parce qu'elles ne portent pas le voile ou qu'elles vivent à l'occidental. Donc il y a 2 sujets, je vous ai dit, dans l'école. Faites référence à la jeune Samara à Montpellier. La mère a tenu ses propos. Toutes les actualités autour de l'école. Et le parquet n'a pas retenu pour l'instant un motif religieux. Toutes les actualités autour de l'école, parce qu'il n'y a pas que cette actualité-là, vous le savez bien, sur l'offensive islamique. Maintenant, quelle est ma réponse face à cela ? Eh bien, c'est simple, un retour, une restauration de l'autorité de l'État. Je considère qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas suffisamment mis dans la justice. Sur 1 000 € de dépenses publiques, 7 € aujourd'hui consacrés à la justice. Je suis, vous le savez, pour le retour des peines planchées, l'abaissement de la majorité pénale pour pouvoir aggraver les peines de ces jeunes mineurs, l'augmentation des places de prison et puis la mise en responsabilité des parents et donc le fait de priver les parents de délinquants d'un certain nombre d'aides sociales. Je ne vois pas pourquoi on bénéficierait de la solidarité nationale lorsqu'on porte atteinte finalement proposition à pour cette solidarité aucune. nationale. Zéro. Non mais madame, comme ce que vous ne comprenez sujets, pas, vous n'avez pas de proposition. Vous ne c'est toujours la question migratoire et plus précisément la question de l'islam. Vous n'avez zéro proposition pour l'école. Vous ne voulez pas le voir, mais madame, l'école, la violence, vous pouvez le répéter 10 fois si vous voulez, la violence à l'école, c'est la violence de la société en général. C'est pas uniquement à l'école. Je suis désolée de vous dire, c'est pas parce que vous allez mettre des caméras. C'est pas parce que vous allez mettre des vidéos de caméras surveillance à l'école. Dire que nous devions lutter contre la violence. Ce que vous ne voulez pas d'ailleurs. La violence sur les réseaux sociaux, par exemple. Et moi, je ne prétends pas que tout soit possible aux causes sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression, comme vous le prétendez. Ça suffit pas de supprimer des tweets. Zemmour, moi, je considère que oui, il faut lutter contre les injures, contre la haine, contre les invectives. Eh bien, si, il y a un continuum. On le voit très bien dans ces cas de harcèlement scolaire. On parlait de la petite Samara à l'instant. Que vous allez sauver l'école.
l'école. On parlait de la petite Samara à l'instant. Elle a d'abord été injuriée sur les réseaux avant Et qu'est-ce que vous avez à dire sur l'ambiguïté de vos élus vis-à-vis de dans la vraie vie. Sur l'ambiguïté de votre parti et de vos élus vis-à-vis des islamistes. Il n'y a pas d'ambiguïté chez les écologistes. Les exemples que je vous ai donnés, ils sont pas ambigus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez, quand vous soutenez le lycée Averroès, nous défendons la République. On essaye de d'avoir nous défendons la République, toute la République et rien que la République. Et donc vous étiez opposé à la fermeture du lycée Averroès? La réalité, c'est que vous le savez, nous défendons que la République, liberté, égalité, fraternité. Vous étiez opposé? Voilà notre conviction et voilà la dynamique dans laquelle nous parlons. Madame Toussaint, j'ai une question. Répondez-moi. Vous étiez opposé à la fermeture du lycée Averroès, proche des Frères musulmans ou pas? Non, je n'y étais pas opposée. Et mon parti n'y était pas opposé. Donc vous n'étiez pas d'accord avec Marine Tondelier? Vous plaisantez ou quoi? Elle a pris la défense. Ah pardon, excusez-moi, je l'ai pris à l'envers. Je l'ai pris à l'envers. Si, je suis d'accord avec Marine Tondelier. D'accord. Je suis d'accord avec Marine Tondelier. L'ouverture d'un lycée proche des Frères musulmans. Je considère qu'il faut défendre d'abord et avant tout l'éducation nationale publique. Avec les islamistes. Je l'ai dit, je l'ai développé. Vous ne l'avez pas dit. Et le burkini dans la piscine? Vous êtes dans la réalité. Vous êtes dans la réalité pour porter atteinte à l'éducation nationale publique, qui est celle que nous défendons maintenant. Il doit y avoir une possibilité pour des écoles privées de développer d'autres types d'éducation. Et vous voyez, nous sommes républicains. Je vous l'ai dit, nous sommes républicains. Ce que cela veut dire, c'est que nous opposons à la stigmatisation. Je ne suis pas mal à l'aise, Madame Maréchal. Donc les burkinis dans les piscines, je ne suis pas mal à l'aise, c'est républicain ou pas? Un peu moins étriqué que le vôtre. Madame, les burkinis dans les piscines, c'est républicain ou pas? Quand une collectivité décide en lien avec ses administrés, avec sa population, en lien avec ses administrés, en lien avec ses administrés, de pouvoir avancer et construire le vivre ensemble. Je l'ai dit, je le redirai. Mais vous avez le droit d'être pour, Madame Toussaint. Il faut juste que les gens le sachent. Fraternité. Écoutez, moi, je suis très fière du travail que font les maires écologistes. Vous soutenez le burkini dans les piscines. Que vous ne cessez de stigmatiser. Et je vous le dis, non, nous ne céderons à aucune tentative, à aucune tendance de stigmatisation. Non, mais attendez, vous confondez tout. Vous confondez tout, Madame Maréchal. Mais si, vous confondez tout. Qui fait ce genre d'offensive, Madame, dans l'espace public? Excusez-moi, mais qui fait ces offensives à l'école? Vous faites comme si tous les musulmans étaient des islamistes. Et vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Et vous savez très bien que nous luttons contre l'islamisme, contre le fanatisme. Ce sont les services de renseignement français qui ont parlé d'une offensive islamiste dans la Baïa à l'école. Oui. Ce sont les services de renseignement français. Et vous êtes les complices de ça. Je vous le dis, non. Mais bien sûr que si, non, vous êtes opposé tous les fanatiques à l'interdiction de la baïa à l'école. Marie Toussaint, on est parti d'une question qui était sur l'hyperviolence. On a dérivé sur la question du respect de la laïcité à l'école. C'est un sujet à l'école. On peut parler notamment de ce qui s'est passé. On peut parler notamment de ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel ces derniers jours, où un proviseur a dû quitter ses fonctions prématurément parce qu'il avait demandé à une jeune fille de retirer son voile, qu'elle n'avait pas voulu et qu'il avait donc subi des menaces de mort. J'essaie de cadrer un tout petit peu le débat pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. On est au cœur du sujet. Oui, non, mais je sais bien. Est-ce que vous considérez, Marie Toussaint, qu'il y a un problème de respect de la laïcité à l'école aujourd'hui? Est-ce que la laïcité est en danger? Est-ce que la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école est en danger dans l'enceinte des établissements scolaires? Il y a beaucoup de questions dans votre question, mais je vais redire ce que j'ai déjà dit. Est-ce que l'école est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure? Non-respect de la laïcité. Aujourd'hui, que ce soit ce proviseur, que ce soit Samuel Paty, Dominique Bernard, malheureusement, et dans des conditions tragiques, eh bien oui, le corps enseignant, l'éducation est en danger. Est en danger parce qu'ils sont attaqués par des ennemis de la démocratie, par des ennemis de la République. Oui, il y a des djihadistes qui figurent parmi les ennemis de la démocratie, Madame Maréchal. C'est bien de vous l'entendre dire déjà. Mais tous les écologistes le disent, Madame Maréchal, et en réalité, vous le savez très bien, et vous jouez avec les peurs, ils le disent, vous jouez avec la stigmatisation à côté. Vous jouez avec la stigmatisation permanente, et vous savez, c'est insupportable, cette manière de brandir des faits divers en permanence pour ce qui est insupportable, Madame, c'est la démission des proviseurs qui ont peur parce que justement l'islamisme avance, parce que des gens comme vous font du clientélisme électoral. Je l'ai dit avant vous. Donc oui, le corps enseignant a besoin de notre soutien, a besoin d'être protégé dans l'exercice de ses fonctions. C'est inacceptable que des proviseurs aient besoin de démissionner sous le coup de menaces ou de partir à la retraite anticipée, comme c'est le cas dans cette affaire. Nous nous tenons aux côtés du corps enseignant dans cette affaire comme dans d'autres. Et je veux vous dire, Madame Maréchal, en fait... Et rapidement, parce que vous prenez de l'avance et il faut que Madame Maréchal puisse répondre. Oui, mais ce qui est vraiment... gênant dans la façon dont vous posez les choses, vous voyez, c'est que vous développez une hostilité de principe. Non, je parle de fait, Madame. Vous développez une hostilité de principe envers tout ce qui est étranger. C'est faux. Cette hostilité de principe, elle s'adresse plus précisément à
des groupes de personnes ou des individus qui viennent de l'étranger. Et comment est-ce que vous faites ça? Eh bien, vous manipulez la peur, Madame Maréchal. Vous êtes mal à l'aise. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes ambigu. C'est vous, parce que votre parti, c'est vous qui êtes mal à l'aise. Vous savez, vous manipulez la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, pour cacher toutes les questions auxquelles vous ne savez pas répondre sur le fond. Mais vous savez, Madame Maréchal, ça a un nom de faire ça. Ça s'appelle la xénophobie. Ça s'appelle la xénophobie. Ce que vous faites, ça s'appelle de la xénophobie, Madame Maréchal. Je vous annonce, c'est une technique de Madame Toussaint lorsqu'elle est mal à l'aise sur un sujet, donc elle parle sur vous, elle répète République, haine, extrême droite, voilà. Moi, ce que je crois, c'est que vous êtes mal à l'aise parce qu'il y a aujourd'hui une forme... prononcé le mot haine, mais c'est intéressant ce que vous faites. Il y a une forme d'islam... Oui, bon, on a déjà débattu ensemble, hein, donc rassurez-vous, je vous ai déjà écouté sur le sujet. Il y a dans votre parti, que ça vous plaise ou non, et c'est factuel, et vous l'avez admis vous-même, et d'ailleurs, vous reprenez les positions de vos élus et de vos cadres et de vos dirigeants. Donc, de ce point de vue-là, je ne... Mais je suis très fière de faire partie de la famille écologique. Vous êtes tout à fait cohérent. Et je dis qu'il y a aujourd'hui dans notre école une offensive islamique, qui est une offensive concertée par des groupes islamistes organisés, et que vos élus, par clientélisme électoral, par idéologie, sont en train, malheureusement, de laisser prospérer cette offensive, voire de l'accompagner. Parce que le burkini dans les piscines, que vous le vouliez ou non, ça n'est pas anecdotique. Ce sont des offensives pour mettre à mal la mixité dans nos espaces publics, le rapport à notre laïcité, le rapport à la religion. Et donc, de ce point de vue-là, je suis désolée de vous dire que vous pouvez répéter en boucle que c'est de la xénophobie de vouloir lutter contre l'islamisme, mais ça n'est simplement que vouloir préserver ce qui nous est le plus cher et ce à quoi, je l'espère, vous êtes aussi, vous, attachés, c'est-à-dire la mixité dans l'espace public des hommes et des femmes, menacés jusque dans nos écoles et les cours de sport, notre rapport à la laïcité et donc à la, comment dire, le refus de voir aujourd'hui des revendications politico-religieuses changer les mœurs, les modes de vie et les valeurs françaises. Je regrette de ne pas vous avoir à nos côtés sur ces sujets. Avant d'aborder la question de l'écologie et d'aller sur les sujets européens, juste Marion Maréchal, encore une fois, je suis parti de ce qui était arrivé au jeune Chemseddine à Viry-Châtillon. Mais je vous ai répondu sur le laxisme judiciaire. Est-ce qu'il suffit de, comme ça, brandir les mots laxisme judiciaire, autorité de l'État, pour que précisément ce type de drame n'arrive plus? Je vous ai parlé de l'abaissement de la majorité pénale, je vous ai parlé de la construction des prisons, je vous ai parlé des peines planchées, je vous ai parlé de la suppression des aides sociales aux parents de délinquants. Je peux continuer comme ça. J'ai beaucoup de propositions, vous savez, en tout cas, qui sont strictement à l'inverse, en effet, de ce que proposent aujourd'hui les écologistes, qui sont, je vous le dis, dans un rapport à l'autorité et un refus de recourir à la peine de prison qui est considérée comme une école de la récidive. J'ai la vision inverse. Je pense qu'aujourd'hui, si on en arrive à une hyperviolence qui se manifeste aussi à l'école comme ailleurs, c'est justement parce qu'il y a un effondrement de l'autorité de l'État, parce qu'il y a un sentiment d'impunité et parce qu'aujourd'hui, avant de voir une peine de prison ferme, croyez-moi qu'il faut avoir conduit de nombreux actes de délinquance et quand bien même vous arriverez à cette peine de prison, vous avez la quasi-certitude de ne jamais en aller au bout. Voilà. Et donc je crois que, au contraire, c'est une restauration de l'autorité et de la justice qui sera la solution à l'école comme ailleurs et pas simplement de supprimer des tweets comme le propose Madame Toussaint. Pour terminer, Marie Toussaint, vous êtes laxiste? Nous ne sommes pas laxistes. Moi, ce que j'observe, c'est que Mme Maréchal, quand on lui parle de l'école publique, de l'éducation nationale, de l'éducation des jeunes de notre pays, de la violence qui s'abat sur ces jeunes, mais aussi entre ces jeunes, eh bien, elle nous parle de la justice et des peines de prison. Elle n'a si vous voulez qu'on parle des programmes scolaires, on peut en parler, mais c'est pas la question. Aucune proposition pour l'éducation, aucune proposition pour l'école, si ce n'est, je le sais, détruire l'école publique pour favoriser les écoles privées. Ça, oui, je défends l'école privée, l'excellence de l'école privée. Elle n'a pas osé l'énoncer et le prononcer. Voilà, nous les écologistes, nous tenons bon, nous défendons la République sous toutes ses formes, à commencer par je défends l'excellence de l'autorité de l'école privée. République. J'assume et je défends ça, tout à fait, sans problème. Voilà, je crois qu'on a vu ces oppositions, ces visions de la France et d'un certain nombre de principes diamétralement opposés. Je voudrais qu'on aborde la première thématique liée aux élections européennes, l'Europe face à la crise agricole et son corollaire, la lutte contre le réchauffement climatique. Là-dessus, encore, à peu près tout vous oppose. Marie Toussaint, vous défendez le pacte vert, épouvantail pour beaucoup d'agriculteurs. Marion Maréchal, vous dénoncez une écologie punitive. Qui est la meilleure défenseur des agriculteurs ce soir, Marion Maréchal? J'ai une petite idée de ce que vous allez répondre, mais c'est une façon de lancer le débat. Je ne vais pas vous surprendre sur la réponse. J'ai toujours été, pour ma part, j'ai été élue pendant 5 ans, vous savez, députée d'un département agricole, et déjà j'étais à leur côté. Je me battais d'ailleurs à l'époque déjà contre un certain nombre de traités de libre-échange comme le CETA, mais probablement ce qui nous oppose avec Madame Toussaint, c'est que si je refuse ce libre-échange effréné qui expose à la concurrence déloyale, pour autant, je ne suis pas du tout non plus dans ce fanatisme écologique qu'incarne en effet le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette sur le plan agricole, qui consiste, selon Madame Toussaint, et on y reviendra, à normer, à taxer, à contraindre.
au point d'aboutir à une potentielle, si par malheur ce pacte vert était mis en œuvre, à une baisse des rendements agricoles et donc une baisse de la production agricole. Parce que, évidemment, les Français ne vont pas arrêter de manger, les Français ne vont pas arrêter de consommer un certain nombre de produits. Et donc, mécaniquement, si on baisse la production, si on baisse les rendements, ce qui est la conséquence directe de votre politique de contraintes, de normes et de taxes, eh bien, ça entraînera une augmentation des importations, donc une augmentation des gaz à effet de serre. Donc moi, je dénonce une forme d'incohérence, voire de mensonge dans votre programme. Et donc, à l'inverse, en effet, à côté de ce refus du libre-échange effréné, je considère aujourd'hui qu'il ne doit pas y avoir, on y reviendra peut-être en détail, d'interdiction de produits phytosanitaires sans solution, ce que vous avez défendu pendant des années et vous continuez de défendre, parce que mécaniquement, ça favorise les produits étrangers qui, eux, utilisent à l'inverse des substances plus nocives que les nôtres. Je considère qu'il faut baisser la fiscalité, je considère qu'il faut défendre le refus d'une contrainte normative trop importante. Aujourd'hui, 20% du temps des agriculteurs est consacré au remplissage de paperasse. Et je considère également il faut revoir l'objectif, j'en finirai par là, de la politique agricole commune, qui aujourd'hui est plus ou moins votre PAC, d'ailleurs, puisque c'est une PAC qui défend nous avons voté contre, le Madame verdissement. Maréchal, mais c'est votre idéologie qui est derrière. Non, c'est des mensonges, tout ça. Contre le verdissement, et c'est-à-dire soit vous mentez, soit vous n'y connaissez rien, mais c'est l'un des deux. Rassurez-vous, je pense que j'ai travaillé au moins autant que vous le sujet. Et ce que je vois derrière cette politique agricole commune, c'est qu'il y a le verdissement, c'est-à-dire aujourd'hui des contraintes écologiques pour pouvoir accéder à ces aides. Et le bilan de cela, c'est qu'il y a à la fois moins d'aides qui sont données parce que c'est plus complexe d'y accéder, et puis un retard dans les aides. Et donc, de ce point de vue-là, je ne valide pas cette stratégie. Moi, je ne comprends rien à l'agriculture que promeut Madame Maréchal. Je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas si elle défend une agriculture familiale, avec une transformation de la PAC qui soit plus juste, qui bénéficie plutôt aux plus petits qu'aux plus grands. Est-ce que c'est une PAC qui va bénéficier aux fermes-usines, on en a 3000 dans notre pays, avec une concentration très profonde des animaux. Ou est-ce que c'est une PAC qui protège au contraire le bien-être animal? Est-ce que c'est une PAC qui facilite la vie de gens comme Arnaud Rousseau qui font des biocarburants plutôt que de l'alimentation? Est-ce que, président de la FNSEA, est-ce que on veut mettre en place une politique qui protège les paysans, d'abord des impacts des pesticides sur leur santé, parce que ce sont les premières victimes, les premiers à voir leur taux de cancer exploser du fait de l'utilisation de ces pesticides, et puis des aléas climatiques. Et je vais aller au bout. Je ne sais même pas si Marion Maréchal croit au dérèglement climatique et à son impact sur le territoire. Donc nous, des propositions pour l'agriculture, nous en avons beaucoup. Aux côtés des agriculteurs, nous dénonçons le modèle dans lequel ils sont enfermés depuis plusieurs décennies. Contrairement à ce que dit Madame Maréchal, eh bien, nous avons voté contre de façon constante, contrairement à Nicolas Bay qui avait soutenu cette politique agricole commune. Alors elle a bon dos de me le renvoyer, elle a beau jeu de me le renvoyer, mais enfin nous y sommes opposés et nous voulons la transformer en profondeur, justement pour qu'elle soit plus juste, plus verte, qu'elle favorise plutôt ces exploitations familiales qui font la richesse de l'agriculture française et de l'Europe. Nous voulons également un autre modèle économique, la fin des accords de libre-échange, limiter les marges de l'agro-industrie. Et nous voulons protéger les paysans et leur permettre d'opérer à cette transformation. Ça veut dire un vrai plan d'investissement, ça veut dire un accompagnement social, ça veut dire une visibilité sur leurs revenus pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Oui, je réponds. Alors vous êtes climato-sceptique. Oui, je répondrai à ça. Marie-Toussaint dit, je ne sais pas si Marion Maréchal croit. En l'occurrence, je n'ai jamais tenu le moindre propos climato-sceptique. Mais enfin bon, si vous voulez laisser paraître des fantasmes, il n'y a pas de problème. En revanche, sur ce qui touche à l'agriculture, vous avez raison, il y a une différence notable entre vous et moi. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, l'élevage et l'agriculture doivent permettre de nourrir les Français et de nourrir l'Europe. Or, aujourd'hui, cette politique agricole commune, elle ne vise plus la souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire de l'Europe. Vous savez, ça n'est plus l'objectif, puisque l'objectif maintenant, il est principalement écologique. Et vous n'avez pas voté cette PAC parce que vous considérez que... L'objectif n'est pas écologique, madame. 80% des subventions de la PAC portent atteinte au climat. Je vous ai laissé finir. Mais par tes défaits, 80% des subventions de la PAC vont à l'encontre des objectifs climatiques. Ça, c'est les faits, c'est la science. Vous n'avez pas voté... Non, alors, l'argument d'autorité sur la science... Je vous en prie, on va regarder les faits. Les faits et la science. C'est que vous n'avez pas voté cette politique agricole commune parce que vous considérez qu'elle ne va pas assez loin. Voilà, pas assez loin, on est d'accord. Pas assez loin dans les normes, dans les contraintes, qu'elle n'est pas assez dans les verte, taxes, qu'elle ne soutient pas assez les paysans qui veulent opérer la transition. Dans les interdictions. 85% des paysans français, 85% d'entre eux je vous ai laissé sont finir. pour la transition. Je vous ai écouté attentivement. Je vous en prie, laissez-moi finir. Je vous donne un exemple dans cette politique agricole commune. Comme vous le savez, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait 25% de l'agriculture qui passe en bio. Or,
n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est un marché qui malheureusement ne trouve plus de débouchés parce que tout le monde n'a pas le luxe, comme les écologistes, de pouvoir se payer des baguettes en Biocop. Et donc la conséquence de cela, c'est qu'il y a aujourd'hui des agriculteurs qui sont obligés de détransitionner, c'est-à-dire de sortir du bio après qu'on les ait poussés parce que malheureusement, ils n'arrivent pas à écouler leurs denrées. Donc typiquement, voilà un choix qui est un choix de mauvaise stratégie puisqu'il aboutit une fois de plus à une baisse de la production agricole et une baisse des rendements qu'il pousse des agriculteurs dans la passe. Et donc moi, je considère qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est la responsabilité et l'objectif, c'est la souveraineté agricole. Je considère qu'aujourd'hui, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Vous n'allez pas me dire le contraire, que l'agriculture, c'est 20% de ces 1%, soit 0,2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, que nous sommes le pays le plus vertueux d'Europe, si ce n'est même du monde, en la matière, et que ça n'est pas précisément en faisant en sorte que demain, les Français ne puissent plus se nourrir de produits français parce que leurs agriculteurs n'arrivent plus à produire du fait des contraintes que vous mettez en œuvre, qu'on va régler le sujet, puisque précisément, on ne fait qu'augmenter les importations, ce qui est le cas depuis 2000, puisque les importations ont doublé. Donc moi, ce que je dénonce, une fois de plus, c'est l'incohérence de votre système. Je pourrais vous donner des exemples de ces fameuses interdictions de produits sans solution. On se souvient du diméthoate qui fait qu'aujourd'hui, il y a une baisse de 25% de la production de cerises en France et qu'on a augmenté les importations de cerises turques. Je pourrais vous parler des néonicotinoïdes, les 3 qui ont été interdits, dont certains sont restés autorisés ailleurs en Europe. Et puis la conséquence, c'est évidemment qu'on produit moins en France et donc on importe davantage. Donc une fois de plus, moi je vais vous dire, ça c'est très intéressant, je crois, vous parliez de la science tout à l'heure, moi je crois en la science, moi je crois en l'homme, je crois à la capacité justement de l'homme à trouver des solutions. Et vous, au lieu de laisser le temps et les moyens à la recherche de trouver des solutions, eh bien vous interdisez et vous faites disparaître ces élevages et ces agriculteurs. Je vous donne 2 exemples. Oui, vous savez, très rapidement, on va juste essayer de garder à peu près des proportions et que surtout ça fasse un débat plutôt que des tunnels. Sur les produits phytosanitaires, on est en train aujourd'hui de découvrir des projets de laser liés à l'IA qui permettront peut-être demain de se passer des produits phytosanitaires. Voilà par exemple où l'Europe devrait investir et aider les agriculteurs à transitionner. On sait également qu'il y a face au glyphosate des molécules photosensibles qui sont développées dans des laboratoires à Limoges, qui sont des projets extrêmement prometteurs et qui peuvent nous permettre demain d'espérer justement se passer de ces produits toxiques. Voilà ce que j'attendrais justement de gouvernants politiques et d'une politique agricole commune, c'est-à-dire d'investir sur la modernisation de notre agriculture. Oui, s'il vous plaît. Juste pour essayer de clarifier un tout petit peu le débat qu'on est en train d'avoir, au fond, la critique que l'on entend concernant les écologistes, c'est de dire qu'il y a un décalage entre ce que l'on a entendu pendant la crise agricole, ce qui était demandé, c'est-à-dire moins de normes, pas d'interdiction sans solution sur les phytosanitaires, de la part des agriculteurs, et c'est peu de dire que c'était pas tout à fait conforme avec les idées que vous portez. Est-ce qu'il y a ce décalage entre ce que demandent les agriculteurs et vos propositions? Non, mais on a déjà eu le débat, Monsieur Duhamel, et je vous le dis, non, il n'y a pas de décalage. Je vais aller plus loin. La première requête des paysans de France, comme d'ailleurs d'Europe, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est de pouvoir sortir d'un modèle dans lequel on le met en concurrence les paysans d'Europe avec le reste du monde et les paysans d'Europe entre eux. C'est de sortir d'un modèle qui donne 80% des subventions de la PAC à 20% des paysans seulement, qui est donc profondément injuste et qui voit toutes les marges, les bénéfices être entre les mains de l'agro-industrie et de l'industrie de la transformation plutôt qu'entre leurs mains à eux. D'un modèle qui voit les paysans s'appauvrir, fermer leurs fermes, voire même se donner la mort malheureusement, et de voir de l'autre côté les prix de l'alimentation exploser et un gaspillage alimentaire profond. Et donc ce modèle-là, nous le combattons avec les paysans. Que nous disent d'autres, les paysans de France et d'Europe? Eh bien, ils nous disent que lorsqu'ils ont la corde autour de la gorge, quasiment littéralement, eh bien, quand ils sont étranglés par la dette, ils ne peuvent pas opérer la transition. Mais cette transition-là, elle est indispensable. Et Madame Maréchal, vous voyez, elle dit « Je n'ai jamais eu de propos climato-sceptiques ». Mais elle dit quand même, en France, on n'a rien à faire, tout va bien, Madame la Marquise, il faut continuer comme ça. Il y a 0 effort à réaliser sur la question climatique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à ces viticulteurs du sud de la France qui sont frappés par la sécheresse? Qu'est-ce que vous dites à ces maraîchers qui voient fleurir plutôt que d'habitude leur plantation et qui sont après soumis à des épisodes de gel? Que dites-vous à ces agriculteurs qui souffrent des inondations à répétition et qui perdent leurs récoltes avec par ailleurs les épidémies qui se propagent? Je dis une chose. À cela, vous ne leur dites rien. Vous leur dites tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a rien à changer. Et pardonnez-moi, mais vous ne m'avez pas répondu sur le modèle agricole que vous défendez. Je dis une chose. Maréchal vous répond sur cette idée que la France ne devrait pas faire d'efforts. Je dis une chose. Je sais que vous ne voulez pas l'entendre. Je dis que la France est probablement le pays le plus vertueux du monde en matière agricole et que ça ne vous suffit toujours pas. C'est une phrase en l'air. Non, pas du tout. Non, en termes de contraintes, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, excusez-moi de vous dire que si on est parmi les pays les plus vertueux du monde. Et si vous connaissiez un peu mieux nos agriculteurs, parmi les pays qui utilisent le plus de produits phytosanitaires en Europe. Totalement. Mais
totalement faux. C'est ça qui est embêtant, c'est que vous venez ici avec des fake news, Madame vous Toussaint, agitez, j'ai essayé vous agitez honnêtement, des faits j'ai qui n'en essayé sont d'être pas. disciplinée. Je vous ai écouté attentivement. Je vous en prie, laissez-moi Mais répondre. je vous ai écouté vous me attentivement, vous répondrez êtes bien au-dessus de moi en termes de temps de parole, Madame Maréchal. Ça va Bien la preuve que je vous ai écouté. Pas converger. Donc, Marion Maréchal, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, pour de rapidement, je dis une chose. ensuite, Je dis, et ça, ce n'est pas un chiffre à moi, donc me dis pas que c'est une fake news, qu'aujourd'hui, la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France viennent des importations. Oui. Et donc, que ce n'est pas en menant une politique, une fois de plus, de taxes, de contraintes et d'interdictions comme vous le faites, que nous allons donc baisser la production et que nous allons donc mécaniquement augmenter les importations, que nous allons régler ce problème des émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous dites, c'est qu'il faut l'harmonisation par le bas Madame Toussaint, de la politique environnementale. Et je constate que lorsque l'on cherche des solutions, comme par exemple sur la gestion de l'eau, qu'on trouve des solutions pour pouvoir stocker de l'eau et donc éviter qu'il y ait des pénuries en période de sécheresse, eh bien vous êtes contre les agriculteurs, à côté des milices d'extrême gauche, à Sainte-Soline, alors qu'il y a eu 47 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, dont certains dans un état critique. Donc excusez-moi de vous dire que non, je ne crois pas que vous êtes à côté des agriculteurs, parce que même quand on cherche à avoir des solutions, eh bien vous êtes contre eux. Réponse de Marie Toussaint, ce qui s'est passé à Sainte-Soline a été abordé. Est-ce que vous êtes l'ennemi des... Non, mais vous savez, là encore, Marion Maréchal montre qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Je le redis, la France est l'un des pays de l'Union européenne les plus utilisateurs de pesticides. Alors, je sais qu'on nous vend la surtransposition, mais à part sur les néonicotinoïdes, qu'on a bien fait d'interdire parce qu'elles portaient atteinte en premier lieu à la santé de celles et ceux qui les utilisent. Et je n'ai pas entendu Marion Maréchal formuler de proposition. Et donc, vous préférez les cerises turques sur la protection de la santé. Vous préférez les cerises turques sur la protection... qui utilisent le diméthoate, du coup. Donc, encore une fois, vous m'avez demandé de vous laisser parler. Je fais comme vous. Je fais comme vous. Donc, j'essaye de pouvoir parler. Donc, Marion Maréchal ne formule aucune proposition sur la santé des paysans. Maintenant, sur la question de l'eau, c'est la même chose. On parle de Sainte-Soline. Qu'est-ce qui se passe à Sainte-Soline? Le stockage de l'eau n'est pas une solution dans le cas de Sainte-Soline. On parle de méga bassines, de méga dispositifs de stockage de l'eau qui vont bénéficier à combien de personnes, Madame Maréchal? Vous le savez, dans la Vienne, c'est 150 fermes sur 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus de paysans. Donc nous voulons le partage de l'eau. Ça veut dire que nous voulons préserver la ressource en eau. Là aussi, vous n'avez aucune proposition pour préserver cette ressource en eau. Il faut diminuer la pression sur nos écosystèmes. Il faut réaménager nos écosystèmes. Et donc oui, ça passe par de la réglementation, remettre des haies, préserver les zones humides. Donc on en a besoin d'abord et avant tout pour que les paysans puissent continuer à tirer de l'eau. Et puis il faut le partage de l'eau, un vrai partage de l'eau. Et donc nous ne sommes pas contre toutes les retenues d'eau. Nous ne sommes pas contre les irrigants en règle générale. Nous sommes contre l'accaparement de l'eau, contre l'accaparation de l'eau par un tout petit nombre. Donc moi, ce que je constate, c'est juste que, une fois de plus, vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Si, tout à fait, je sais de quoi je parle. Et en l'occurrence, permettez-moi de vous dire que si, sur ce point de vue, vous vous opposez donc à un système de stockage de l'eau qui permettrait de parer aux sécheresses, parce que vous m'avez interpellé tout à l'heure sur que faire face au réchauffement climatique. Moi, je ne nie pas du tout qu'il y ait un réchauffement climatique, mais en revanche, je constate qu'il serait opportun. Ah non, pas du tout, qu'il serait opportun d'accompagner justement les agriculteurs. Tout va bien. Mais Madame, il faut continuer à stocker plus d'eau. Laissez-moi finir, mais extraire l'eau des nappes phréatiques. Faites pas les questions et les réponses. Je considère qu'en effet, il faut avoir des solutions qui sont censées permettre de donner de l'eau à la population. Je voudrais qu'on parle de la question du nucléaire. Et donc il faut accompagner l'adaptation en effet de nos agricultures face à ce réchauffement, chose dont on ne parle jamais et dont vous ne parlez jamais, parce que vous voulez faire porter la responsabilité sur le dos de la France et de l'Europe, qui ont une responsabilité dérisoire aujourd'hui dans les émissions de gaz à effet de serre du monde. Une responsabilité dérisoire. Oui, de dérisoire. L'Europe, c'est 9% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Mais Madame Maréchal, pendant que historiquement, la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon. Donc vous voulez faire payer ça à nos agriculteurs. Eh bien moi je vous dis, accompagnons-le. Du charbon, accompagnons-les dans l'adaptation, et donc permettons-leur de stocker de l'eau et ne soyons pas contre eux dès qu'ils ont des solutions. Je me permets juste de faire un point sur les temps de parole, Marion Maréchal, et de vous dire que il faut qu'on équilibre tout cela, parce que sinon, dans les thématiques ensuite, et notamment sur la question de l'immigration, mais il ne faut pas couper la parole. J'imagine que vous avez des choses à dire, vous aurez de l'avance. Marie Toussaint, je voudrais qu'on aborde au fond sur une question qui revient à poser celle du réchauffement climatique, la question des sources d'énergie. Vous êtes opposé à l'énergie nucléaire. On est d'abord opposé aux énergies fossiles, mais oui. Voilà, et notamment à l'énergie nucléaire. Est-ce que là, ce n'est pas une idéologie qui va non seulement à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à l'encontre de la lutte pour le pouvoir d'achat, puisque la France bénéficie d'un prix de l'électricité qui est moins cher qu'un certain nombre de nos voisins, précisément grâce à l'énergie nucléaire?
Alors, je veux d'abord dire que l'opposition à l'énergie nucléaire n'est pas une idéologie, mais une prise de position, une conviction qui a animé le mouvement écologiste pendant très longtemps. Il se trouve que le nucléaire, aujourd'hui, en France, il est là. Il est là. Et que notre bataille, celle que nous devons conduire, celle que nous devons mener, c'est la bataille pour la sortie des énergies fossiles. Et je vais vous dire les choses très simplement. Nous avons signé à Paris un accord dont nous sommes très fiers, qui est l'accord de Paris, qui dit que nous devons limiter le dérèglement climatique, le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Nous en sommes loin. Aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre nous conduisent vers un réchauffement de plus de 2,5 degrés dans les décennies qui viennent. Et donc, il nous faut accélérer notre action. Accélérer notre action, ça veut dire accélérer la sortie des énergies fossiles. Et si je vous raconte tout ça, c'est pourquoi, Monsieur Duhamel, c'est parce que nous devons réduire de 95% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. La seule solution, ce n'est pas le redéploiement du nucléaire, dont on sait que si tout se passe bien, ça commencera en 2037, si tout se passe bien, et on sait qu'on est en retard sur tous les projets actuels, mais la seule solution, ce sont les énergies renouvelables, les seules que nous pouvons développer à la vitesse suffisante pour tenir nos objectifs et préserver le climat. Donc il n'y a pas d'opposition entre s'opposer au redéploiement du nucléaire et vouloir protéger le climat. Au contraire, les énergies renouvelables sont la seule manière dont nous pouvons tenir nos objectifs climatiques. Marion Maréchal. Alors en effet, voilà un grand sujet qui nous oppose, puisque moi depuis toujours je soutiens le nucléaire. Je considère que nous avons perdu beaucoup de temps. D'ailleurs, ce sont les écologistes qui, avec l'aide des lobbies allemands, ont saboté notre filière nucléaire. Alors, Avec vous l'aide des lobbies allemands. nous dites oui, l'aide des lobbies allemands, tout à fait, qui ont fait en sorte de sacrifier la filière nucléaire française parce que c'était un outil compétitif majeur. Regardez un peu, vous savez, les rapports qu'il y a sur les services de renseignement allemands. Vous voudriez vous intéresser, l'école de guerre économique en France a travaillé sur le sujet, si par exemple ça vous intéresse. Vous nous dites que le nucléaire, il est là, mais manifestement, vous voulez plus qu'il soit là. Parce qu'il y a 2 semaines seulement, sachez, vous n'êtes peut-être pas au courant, que votre parti, derrière Sandrine Rousseau, est allé manifester contre la mise en service de l'EPR de Flamanville. Donc vous continuez sur ce chemin et à la limite vous êtes cohérente avec vous-même, vous voulez du 100% renouvelable. C'est bien cet objectif, ce modèle. On a un exemple. C'est intéressant de dire que dans la même phrase que je suis incohérente et cohérente à la fois. Vous êtes cohérente dans votre volonté de sortir du nucléaire, mais vous êtes incohérente parce que vous ne l'assumez pas totalement. Et vous nous dites que le nucléaire il est là, donc il est là. Ok, non, vous ne voulez plus qu'il soit là. Dites-le. Donc maintenant, allons au bout de votre. Je l'ai dit, je vous ai parlé d'Europe 100% renouvelable en 2040. Au bout de je pense que c'était assez clair. Vous êtes sur le 100% renouvelable. Il y a un pays qui a voulu mettre en œuvre ce modèle. C'est l'Allemagne. C'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé en Allemagne. Et donc, le résultat de cette politique d'éolien et de solaire, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre en Allemagne qu'en France. Et qu'il y a aujourd'hui 30% de la consommation en électricité en Allemagne qui se font par les centrales à charbon, et d'ailleurs dont nous sommes les victimes collatérales du fait d'ailleurs de la pollution en France. Mais les personnes, ils pourront aller vérifier les chiffres si vous voulez. Mais tout à fait, ils pourront vérifier. Donc moi, je vais trop long parce que oui, d'accord, mais ce sont des sujets un peu techniques. Donc moi, alors je vais pousser avec de l'échange plutôt c'est intéressant parce que moi j'aimerais qu'on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Donc si on devait faire du 100% renouvelable, il faudrait on a aujourd'hui 9500 éoliennes, il faudrait qu'il y en ait quasiment 50 000 qui soient. Mais si, bien sûr que si. Mais regardez ce que. Excusez-moi, assumez-le, regardez ce que produit une éolienne, regardez ce qu'il faudrait en termes de besoins en électricité et d'augmentation de besoins en électricité dans les années à venir. Preuve d'incompétence, Madame Maréchal, pardon, mais si vous regardez l'Allemagne avait un régime beaucoup plus charbonné et consommateur de gaz. Ils y sont revenus. En lien avec Vladimir Poutine. Ils ont utilisé les énergies renouvelables pour réduire à la fois le charbon, le gaz et le nucléaire. Mais la réalité, c'est qu'ils ont doublé leur production d'énergie renouvelable, qui est aujourd'hui la première source d'électricité dans leur pays. Ils reviennent au charbon. Ils sont en train de tenir leurs objectifs là où la France stagne et ne tient rien en matière de transformation énergétique. Ils reviennent au charbon. Et vous le savez très bien, ils rouvrent des centrales à charbon parce que les énergies intermittentes qui sont dépendantes du soleil et du vent ne suffisent plus. Ils ont fermé 7 centrales à charbon il y a tout juste une semaine. C'est la preuve que vous ne vous souciez pas de faire de la politique avec des faits, mais seulement avec des idées. On parlait d'idéologie tout à l'heure, pardon, mais vous êtes en plein dedans. Vous sombrez dans des idéologies et des débats d'idéologie qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. D'autant plus que vous nous dites le nucléaire c'est le moins cher. Mais non, partout on le voit, les énergies renouvelables sont moins chères et beaucoup plus rentables que l'énergie nucléaire. Mais c'est parce que vous ne regardez pas. C'est une énergie intégralement d'ailleurs subventionnée. Moi, je ne vais pas faire une bataille de chiffres, madame. C'est une énergie qui rapporte de l'argent aujourd'hui et au secteur privé et au secteur public. Je vais vous poser une question.
Vous nous dites que vous voulez du 100% renouvelable, vous nous dites que vous voulez vous passer des énergies fossiles, vous nous dites que donc le nucléaire est une mauvaise chose, mais ce que je trouve surprenant, c'est que... Alors moi, je vais vous le dire, dans ma vision des choses, je considère qu'il faut défendre le nucléaire, y compris un grand plan nucléaire européen. Je considère qu'il faut défendre le ferroviaire, le fluvial, notamment pour sortir le flux des marchandises. Donc, mais pourquoi je vous donne ma position en amont? Parce que du coup, évidemment, ça va recouper la question que je vais poser maintenant à Madame Toussaint. Vous semblez vouloir défendre des énergies propres et pourtant, quand il y a des projets, par exemple en hydroélectricité comme le barrage sur le Rhône, vous vous y opposez. Lorsque vous défendez le train et qu'il y a des projets en cours, on pourrait parler par exemple du projet de Lyon-Turin, vous vous y opposez alors que ce projet permettrait par exemple de sortir 1 million de camions de nos routes et de faire en sorte d'éviter l'équivalent de la pollution de Nice, dont les populations sont victimes. Donc moi j'aimerais comprendre en fait quelle est votre vision, parce que vous interdisez tout d'un côté et en même temps vous défendez un modèle qui ne fonctionne pas pour produire suffisamment d'électricité. Réponse de Marie Toussaint, et j'aimerais qu'on avance ensuite pour parler de la question migratoire. Marie Toussaint. Bah oui, nous défendons les énergies propres, nous défendons le fait que nous les déployons sur le territoire, nous défendons aussi la sobriété, parce qu'on a aujourd'hui une gabegie énergétique qui est absolument effroyable et contre laquelle on peut se battre. Nous défendons le train. Nous défendons le train et nous défendons surtout le train de proximité, celui qui est au service de la population, celui qui retourne dans les territoires plutôt que ces grandes lignes qui ne servent à rien ou alors à relier des métropoles entre elles. Nous défendons, le fret ferroviaire, nous défendons même mieux que l'équité modale qui n'est aujourd'hui pas la politique qui est menée, puisqu'on investit toujours 2 fois plus dans l'autoroute que dans le train. C'est vrai en Europe et c'est vrai aussi en France. Nous défendons une redirection de ces fonds total vers le ferroviaire, encore une fois, quand il y a des projets, vous les soutenez pas, madame ? Au service des populations. Et vous savez, vous pouvez prendre le cas de méga barrages qui sont destructeurs des écosystèmes. Vous pouvez prendre le cas de lignes qui détruisent les montagnes et qui détruisent là aussi les éoliennes qui tuent les oiseaux, ça vous dérange pas, ça ? Vous n'avez pas de cohérence parce que vous défendez d'une part ceci, d'autre part l'autre. Eh ben non, nous nous battons contre une économie qui détruit et nous voulons une économie qui protège. Donc les éoliennes qui tuent les oiseaux et les dauphins, qui gênent les dauphins, je vais vous reprendre sur les éoliennes. Vous me disiez tout à l'heure, nous croyons aux avancées, et aux innovations technologiques, etc. Vous savez, les éoliennes... Je crois aux mini-réacteurs nucléaires, par exemple. Si on prend la dernière génération des éoliennes, eh ben on n'a pas besoin d'en avoir plus sur notre territoire. On a juste besoin de changer celles qui sont là pour qu'elles soient plus fonctionnelles. Et nous attendons de cette manière des objectifs en matière de... Vous irez dire ça à la Ligue de protection des oiseaux. Voilà. Qui explique le taux de mortalité des oiseaux. S'il vous plaît, mesdames. 40 secondes d'écart, on tient à peu près les temps. Je voudrais qu'on parle d'immigration. Sur ce sujet-là encore, je me répète, mais tout vous oppose. Marion Maréchal, vous souhaitez la mise en place d'un blocus naval pour empêcher les arrivées de migrants en Europe. Marie Toussaint, vous souhaitez vous contraindre les pays européens qui refusent d'accueillir les migrants. Question simple pour introduire ce débat, Marie Toussaint. Est-ce que l'immigration est une chance pour la France et pour l'Europe? Elle peut l'être. L'immigration peut être une chance si on sait comment la gérer, comment la manier. Voilà, ça peut être une chance. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on constate dans d'autres pays, même en Italie ou en Hongrie, mais aussi en France, où le patronat nous demande d'avoir plus d'immigration parce que ça peut servir notre économie. Mais je crois que ce n'est pas tellement le sujet que nous devons aborder ce soir, parce que nous sommes dans un débat sur les élections européennes. Et le pacte migratoire sera soumis au vote des députés européens. Il y a un souci et une forme de faute et d'erreur dans les termes de ce pacte, puisqu'il s'agit de pacte migratoire, mais la politique migratoire est dévolue en réalité aux États membres. Quand c'est la politique de l'asile dont est responsable l'Union européenne, et ce dont nous devons trouver le chemin, c'est de mettre en place une politique d'asile qui soit une politique d'asile digne, une politique d'asile juste, tant pour les personnes qui demandent l'asile sur notre territoire que pour les États de l'Union européenne elle-même. Marion Maréchal, réponse à Marie Toussaint. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une compétence en effet nationale, à l'exception du droit d'asile que moi je considère aujourd'hui beaucoup trop laxiste. Je considère qu'il faut revoir notamment la liste des pays de départ et la liste des pays sûrs, parce qu'aujourd'hui, l'asile est devenu une filière d'immigration clandestine supplémentaire. Et je considère que l'Union européenne doit avoir un rôle aussi dans la protection physique de nos frontières, qui n'ont jamais été aussi débordées. Je le rappelle, jamais eu autant d'immigration illégale aux portes de l'Europe. Il y a aujourd'hui et l'année dernière plus de migrants qui sont entrés en Europe, légaux et illégaux, que d'enfants qui sont nés sur le sol européen. Donc moi j'y vois évidemment à l'œuvre le changement civilisationnel du grand remplacement que vous contestez évidemment. Et donc oui, je considère qu'aujourd'hui l'Union européenne doit faire un certain nombre de propositions. On a parlé en effet du blocus naval en Méditerranée, de la réforme du droit d'asile, du financement des hotspots
en dehors de nos frontières pour pouvoir étudier en amont les demandes d'asile et pas une fois que les personnes sont arrivées sur place. Un certain nombre d'accords avec les pays de départ. Un Schengen aujourd'hui, donc une libre circulation réservée aux Européens et non pas aux non-Européens. Voilà l'idée que je défends, à l'inverse en effet de la politique voulue par Mme Toussaint, parce que Mme Toussaint, elle ne le dit pas aussi clairement, mais en fait, elle est pour l'accueil inconditionnel et sans limite. Ça veut dire quiconque veut venir doit pouvoir être accueilli, ce que je conteste formellement dans un pays qui, je le rappelle, et dont je considère avoir aussi la responsabilité, 6 millions de chômeurs, 5 millions de pauvres, des déficits d'accès aux logements sociaux, une menace djihadiste, une explosion de l'insécurité, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Marie Toussaint, accueil inconditionnel des migrants, c'est ce que dit Marion Maréchal. Ce que je souhaite d'abord, c'est que nous respections le droit d'asile, qui est un droit qui fait, je crois, la grandeur de l'Europe, qui sont des engagements de la communauté internationale. Et l'Union européenne a été fondée sur des valeurs, notamment le refus de traitements dégradants infligés à des êtres humains. Et donc l'asile, ça fait partie de ces valeurs qu'il nous faut absolument défendre. Je rappelle que l'asile, ça concerne des personnes qui fuient la persécution politique dans leur pays d'origine, qui fuient soit la persécution politique, soit d'ailleurs la persécution pour des raisons d'orientation sexuelle, par exemple, en tout cas, qui fuient la persécution. Et donc, je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est que oui, ce que nous défendons, ce sont d'abord le fait de pouvoir accueillir dignement les personnes qui sont des demandeuses d'asile qui ne le sont aujourd'hui pas. Il nous faut de procédures d'accès qui soient justes et équitables dans les pays de l'Union, avec une refonte du système actuel qui permette, une refonte du système qu'on appelle Dublin, qui dit qu'un demandeur d'asile arrive dans un pays, peut s'enregistrer dans ce pays-là et qui fait reposer la charge. Pour rendre tout cela intelligible pour ceux qui nous regardent, encore une fois, le pacte pour la migration et l'asile sera soumis au vote des parlementaires européens mercredi. Vous avez dit vendredi que vous vous y opposiez parce que vous refusiez l'idée que des pays européens pouvaient payer pour ne pas accueillir leur part de migrants. Ça veut donc dire que vous souhaitez qu'il y ait une contrainte des pays européens pour accueillir. Oui, parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des demandeurs d'asile qui arrivent principalement par le sud de l'Europe, par la Méditerranée, avec des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers, qui ont perdu la vie, tant et si bien que le pape a parlé d'un cimetière pour la Méditerranée. Bon, donc des dizaines de milliers de personnes qui arrivent en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre, et qui n'en bougent pas, et qui y sont coincés. On a d'ailleurs des ninis, des personnes qui ne peuvent ni rentrer dans l'Union européenne, ni repartir dans leur pays. Et donc oui, j'assume que je veux une Europe qui soit solidaire avec ces États du sud de l'Europe, solidaire aussi avec ces personnes qui demandent l'asile. Et je veux pointer du doigt une chose, le fait que ces demandeurs d'asile, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent principalement de Syrie en fuyant le régime du tyran sanguinaire Bachar el-Assad, dont est proche le parti de Madame Maréchal. Ils fuient aussi l'Afghanistan et ils fuient l'Irak. Et qui peut en vouloir aux personnes qui fuient ces pays dans lesquels les conditions de vie sont absolument impensables et inacceptables? Donc moi, oui, je souhaite que l'Europe soit à la hauteur de ses valeurs et qu'elle puisse accueillir dignement ces demandeurs d'asile. Alors moi, Madame Toussaint, je vais vous parler du prix à payer pour votre fausse solidarité hors sol. Vous savez, il y a quelques jours de cela, j'étais avec Évelyne Reber. Évelyne Reber, à l'occasion de la commémoration de la mort de son fils, elle a perdu son fils, Julien, qui a été tué par un réfugié soudanais djihadiste. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Cet homme a causé la mort d'une autre personne et en a blessé plusieurs autres. Alors moi, j'aimerais, si je comprends bien, entendre de votre bouche que finalement, la mort de Julien est le prix à payer pour votre politique d'accueil sans limite une famille et généreuse. Qui accepte de coopérer avec vous, donc tant mieux pour vous. Son fils n'est pas mort, excusez-moi. Son fils n'est pas mort tué par un djihadiste. Son fils n'est pas mort. D'accord, ok. Mais vous en foutez, en fait. Pas du tout. Vous en foutez. Mais vous agitez les faits divers. Ah, j'agite des faits divers. Tout à fait. Ah, j'agite des faits divers. Mais vous savez, parce que pour vous, c'est un fait divers sans importance qu'un homme mort tué par un djihadiste. J'ai l'habitude que vous scrutiez la PQR pour prendre des faits divers. Et même quand les familles qui sont victimes et qu'il faut respecter, même quand les familles qui sont victimes et qu'il faut respecter, demandent à ce que ce ne soit pas manipulé, approprié dont vous parlez de la mort de ce jeune homme est honteuse. De leur vision. Voilà, honteuse. Un fait divers dans la PQR. Un fait divers dans la PQR. Et les 280 morts qui ont été tués par des djihadistes, ce sont des faits divers dans la PQR, ça aussi. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux. Alors moi, je vais vous le dire. Je vais vous dire, Madame Toussaint. S'il vous plaît, tenez. Laissez-moi répondre. Je vais vous dire, Madame Toussaint.
Alors derrière ensuite, votre vous aurez la fausse parole. générosité, il y a la mise en danger des Français. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI. Il y a encore quelques jours de cela, qui explique que parmi ces clandestins peuvent se glisser justement des djihadistes. Donc oui, je suis désolée de vous dire que moi, j'ai des ambitions un peu plus humbles que les vôtres. Vous voulez sauver la planète dans une espèce de grande charité, une grande ronde dans laquelle tout le monde se donne la main. Moi, mon ambition, c'est de défendre la sécurité des Français. Et je vous le dis aujourd'hui, nous ne sommes plus sans capacité en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels de pouvoir intégrer ces populations. Vous nous dites, bien sûr, que dans le monde, il y a des malheureux, il y a des pauvres, c'est absolument évident. Aujourd'hui, il y a un quart de la population mondiale qui vit dans des zones de conflit. Il y a la moitié qui vit avec moins de 5 $ par jour. Ça fait des milliards de personnes, madame. Donc, selon vous, ces milliards de personnes doivent être accueillies de manière inconditionnelle en France. Mais est-ce que vous voyez le quotidien des Français? Est-ce que vous voyez ce qu'ils subissent? Ils n'arrivent plus à avoir les droits aux fins de mois. Ils n'arrivent plus à avoir accès aux logements sociaux. Mais à un moment donné, pardonnez-moi de vous dire que vous ne mesurez pas les conséquences de ce que vous dites. Et par ailleurs, moi, je ne me laisserai pas intimider par votre dialectique qui consiste à dire que ce sont les gens comme moi qui, soi-disant, seraient responsables des morts en Méditerranée. Moi, je vais vous le dire très franchement, madame, c'est votre modèle qui pousse ces gens à traverser aujourd'hui au péril de leur vie et qui aboutissent ensuite à ce qu'il y ait des morts en Méditerranée. Parce que vous leur vendez un Eldorado qui n'existe pas. Parce que vous leur dites que, justement, ils doivent tout tenter pour venir parce qu'ils seront accueillis. Alors moi, je vous le dis, je crois que, justement, la réponse face à ce risque, c'est la fermeté. Et il y a un modèle, c'est celui de l'Australie. La politique de l'Australie, la politique du no way, qui a dit qu'ils n'accueilleraient pas de migrants, que s'ils venaient de manière clandestine, ils seraient renvoyés dans leur pays. Eh bien, ça aboutit à ce qu'il y ait 0 mort. Voilà, croyez-moi, une politique plus humaniste que celle que vous défendez en allant aux côtés des ONG complices des trafics d'êtres humains et des passeurs. Non, je l'ai dit, je le répète, ce que nous voulons, c'est une politique digne pour l'Europe, une politique... Si vous pouvez répondre à ce que dit Marion Maréchal. Alors, Oui, non, mais je vais le faire, une monsieur espèce de Duhamel. slogan, là, une digne de Non, une valeur, politique digne de douceur, de l'Europe. D'accord. Je souhaite aussi que l'Union européenne prenne sa part de responsabilité dans la détérioration des conditions de vie des populations du monde, dont vient de parler Madame Maréchal. Et quand on mène des politiques qui conduisent à piller les ressources halieutiques ou les ressources agricoles d'un certain nombre d'États du monde, eh bien oui, il faut un pacte de co-développement. Il faut France ne travailler pille pas avec les ces ressources, pays. madame. Juste, Il faut Marie-Christine, changer. encore La une France fois, ne pille pas les ressources. c'est un sujet, la question du développement. Ce que dit Marion Maréchal et la question qui vous est posée, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre vos prises de position et ce que l'on peut lire dans les sondages d'opinion sur les questions migratoires. Est-ce que sur ce sujet-là, vous n'êtes pas en décalage avec, au fond, la volonté de régulation qui peut se lire dans un certain nombre de sondages d'opinion? Mais monsieur Duhamel, c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir développer sur ce que nous proposons. C'est juste pour essayer de créer les conditions du débat pour que vous puissiez vous répondre l'une à l'autre. Je comprends, mais ce que je dis, je le répète, nous défendons une politique d'asile qui soit juste, qui soit digne et qui respecte le droit international. Ça veut dire, par exemple, quand on parle des personnes en mer, eh bien, que nous soutenions les associations qui œuvrent à du sauvetage en mer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous considérez que les idées de Marion Maréchal sont responsables? Non. Est-ce qu'elle vous a parlé de sauver les personnes qui sombrent en mer? Absolument pas. Et donc, nous disons que cette politique d'asile, elle doit aussi viser à sauver des vies très concrètement. Quand on a des bateaux qui coulent ou des bateaux qui sont en difficulté, eh bien oui, il faut qu'il y ait un soutien de l'Union européenne. Je dis une deuxième chose, qui est que nous devons avoir une diplomatie de la paix et une diplomatie du co-développement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et que l'Union européenne laisse finalement des situations terribles se détériorer, soit à nos frontières, soit extrêmement loin. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut une politique d'intégration sur notre territoire. Et on le voit, on l'a vu avec les Syriens en Allemagne, on l'a vu aussi avec les Ukrainiens. Quand on se met en capacité d'accueillir les personnes qui nous demandent asile, quand on se met en capacité de leur offrir un logement et un travail parce qu'ils ont très envie de travailler, eh bien ça se passe bien et souvent même ils repartent. Et donc il n'y a pas de honte à vouloir dire que oui, quand nous nous mettons en situation d'intégration, eh bien nous permettons aussi à ces personnes de repartir. Mais j'aimerais dire une autre chose et je sais que je viens de rejoindre mon temps et le temps de Madame Maréchal. Je voudrais dire quelque chose. Madame Maréchal, j'aimerais vous lire une citation. Et cette citation dit « Aujourd'hui, parmi nous, se sont glissés de nouveaux Français qui veulent nous imposer leur façon de vivre. Ce pesant, ils croient nous civiliser, mais ils contredisent notre civilisation. Leur triomphe et leur manière de voir coïncideraient avec la ruine de la France. » Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase que vous auriez pu prononcer, Madame Maréchal? Madame, je n'en sais rien.
Mais vous n'en savez rien. Moi, je vais vous le dire. La poésie et des citations. C'est Maurice Barrès qui l'a prononcé contre les Juifs. Comme les membres de votre famille politique l'ont prononcé contre les Italiens, contre les Belges. Et même au 19e siècle, contre les Belges, que vous prononcez aujourd'hui à l'égard des musulmans. Moi, ce que je dis, enlevez vos lunettes et mettez les lunettes des Français. Idéologie pour dire que la cause de tous les maux, c'est l'étranger, et en particulier les musulmans, eh bien, je le redis, c'est une idéologie xénophobe. Et moi, je me bats contre la xénophobie. Et oui, j'assume d'avoir d'autres propositions et de placer d'autres propositions sur la table que celle de la haine, pour le coup, de son prochain, et que la guerre de tous contre chacun. Madame, est-ce que 70 à 80% des Français, selon vous, sont xénophobes? Non. Non, c'est dommage parce que 70 à 80% d'entre eux veulent réduire l'immigration. Mais il n'y a pas 70 à 80% des Français qui sont d'accord avec vous, les conditions d'accueil. Sur ces questions, ils ne sont pas d'accord avec vous, mais je suis désolée de vous le dire. Je veux changer les conditions d'accueil et d'intégration dans notre pays. Je me bats contre ce pacte migratoire pour lequel les écologistes ne vont pas voter. Donc, Madame Maréchal, ne m'associez pas à une politique qui a été mise en place par des majorités politiques dont nous n'avons pas été partie prenante. Madame, sur ce sujet, je suis désolée de vous le dire, ils sont d'accord avec moi, pas avec vous. Voilà. J'aimerais bien le voir. Les sondages. On verra le 9 juin. On verra les sondages. Un tout dernier mot sur la question de l'immigration avant de parler de l'Ukraine. Marion Maréchal, je ne vais pas dire votre allié, puisque vous n'êtes pas aux responsabilités, mais en tout cas votre modèle, Giorgia Meloni, qui est présidente du gouvernement italien, veut ouvrir... Modèle, partenaire, si vous voulez, un allié. Modèle. Modèle. En tout cas, visiblement, vous souhaitez non seulement vous allier avec elle, mais vous aimeriez pouvoir suivre la voie qu'elle a tracée. Elle veut ouvrir 450 000 titres de séjour aux travailleurs étrangers. Après avoir fait campagne sur l'arrêt de l'immigration, en fait, est-ce que vous ne faites pas la même chose, c'est-à-dire campagne sur un durcissement et puis après être obligé de répondre à la réalité, c'est-à-dire la nécessité de répondre à un besoin de main-d'œuvre. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas un double discours de la part de vos alliés et donc de votre parti Reconquête? Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Duhamel, que lorsque l'on a des alliés au niveau européen, cela n'implique pas nécessairement d'être aligné avec eux sur tout. Et bien évidemment que sur l'immigration de travail, moi je suis en désaccord avec cela en ce qui concerne mon pays. Maintenant, je ne suis pas à la place des Italiens et je n'ai pas leurs problèmes démographiques. Ou des Hongrois, maintenant, qui sont aussi vos partenaires au niveau européen. Madame Toussaint, c'est que Madame Meloni a voulu mettre en place des moyens de lutter contre l'immigration clandestine, dont le fameux blocus naval. Le gouvernement allemand et français s'y sont opposés, ce qui ne l'a pas empêché par ailleurs de prendre un certain nombre de mesures, comme par exemple le durcissement des aides accordées aux ONG, vos amis qui vont aujourd'hui faire le taxi des trafiquants de migrants. Qui vont sauver des personnes en mer, Madame Maréchal. Et donc ainsi de plus en plus de personnes à risquer de dans l'indignité, sauver des personnes qui sont en train de perdre leur vie, des hommes, des femmes, des enfants, des nourrissons. Eh bien, ça ne s'appelle pas faire un taxi pour le loisir, Madame Maréchal. À mourir en Méditerranée parce que justement vous leur promettez un Eldorado que nous n'avons plus. Mesdames, petit point temps de parole. Un peu moins de 30 secondes de différence entre vous, 20 minutes 15 Marion Maréchal, 20 minutes 38 Marie Toussaint. J'aimerais qu'on aborde la question de la guerre en Ukraine. Avec cette question, jusqu'où faut-il aider l'Ukraine? Votre famille politique, Marie Toussaint, fait partie des soutiens les plus affirmés à Kiev. Quant à vous, Marion Maréchal, voilà ce que vous disiez il y a un peu moins d'un an. Ouvrez les guillemets, en livrant des armes, on devient de fait partie prenante de la guerre et donc nous ne sommes plus une puissance d'équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine? Moi, j'ai été très claire depuis le début, c'est-à-dire que j'ai fermement condamné l'agression de l'Ukraine. Je considère qu'il faut pouvoir aider l'Ukraine à résister dans la défense de sa souveraineté. Je suis moi-même attachée à la souveraineté de la France, donc évidemment, je suis attachée au respect du droit international et au respect de la souveraineté des autres pays. Mais néanmoins, je considère qu'il y a un équilibre à trouver, pas évident, je ne vous dis pas le contraire, la nuance est compliquée dans ce sujet, entre comment aider l'Ukraine à résister sans participer à une escalade, bien évidemment, sans activer le doigt sur un dérapage vers une troisième guerre mondiale et un conflit nucléaire. Et donc moi, j'ai été très simple. Continuer à livrer des armes? Non, mais moi je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas pour qu'il y ait d'envoi d'armes pour une raison simple, c'est que je considère que c'est ce qui est en train d'être révélé par le gouvernement, un affaiblissement des moyens militaires français, puisque c'est le désarmement de la France qui est évidemment le corollaire de cela, et que ce budget est pris sur notre budget militaire. En revanche, je considère qu'il doit y avoir une aide matérielle, logistique, financière, humanitaire, bien évidemment. Marie Toussaint. Oui, vous l'avez dit, nous les écologistes sommes aux côtés de l'Ukraine dans la résistance face à l'agression de Vladimir Poutine. Nous avons de nombreuses propositions, notamment cesser
d'alimenter et de financer la machine de guerre de Vladimir Poutine en lui achetant par exemple du gaz, du pétrole ou avec l'activité de nos entreprises françaises, Leroy Merlin, Auchan, L'Oréal ou encore Total. Il faut soutenir financièrement et militairement l'Ukraine et il faut agir pour que la justice internationale puisse faire son travail. Mais Madame Maréchal, vous m'auriez fait sourire si ce n'avait pas été aussi grave. Vous dites je suis très claire depuis le début. Mais moi je vois bien ce que vous faites depuis 2012, depuis 2013. Vous avez été dans le groupe d'amitié entre la France et la Russie. Votre président, vous savez qui présidait cette commission, madame? C'était une socialiste. Votre président de parti. C'était une socialiste, madame, c'était une femme de gauche. A dit qu'il rêvait d'un Poutine français en 2018. Vous avez été en Crimée, malgré l'annexion russe. Vous avez Nicolas Bay qui est de votre parti, eurodéputé sortant, qui figure parmi les députés notés les plus amis de la Russie de Vladimir Poutine dans tous les votes au Parlement européen. Et il n'y a pas si longtemps, puisque c'était en 2021, vous disiez que Poutine était un tacticien géopolitique phénoménal. Au moment où Emmanuel Macron rêveriez de dîner avec lui. Au moment où Emmanuel Macron le recevait à l'Élysée, madame. Je vous pose une question, madame Maréchal. Est-ce que vous diriez toujours de Vladimir Poutine qu'il est un tacticien géopolitique phénoménal? Réponse de Madame Maréchal. Ça m'amuse beaucoup, parce que madame Toussaint n'a rien d'autre à dire que de ressortir des déclarations au moment même, d'ailleurs, où Emmanuel Macron recevait mais là, vous posez une question. Est-ce que vous rediriez ce que vous avez dit mais non, je ne le redirai pas, je l'ai redit, je m'en suis déjà expliqué. Maintenant, je m'amuse beaucoup des tirades bellicistes de madame Toussaint, parce que moi, je suis allée me repencher sur leur programme présidentiel. C'est pas si vieux que ça, c'est même beaucoup moins vieux que les déclarations que vous ressortez. Et madame Toussaint et son parti, durant l'élection 2021, c'était il n'y a pas si longtemps. Ils défendaient la fin de la dissuasion nucléaire française. Ils défendaient la réduction des armements dans la défense française. Il défendait, j'ai vu ça aussi, la réduction des dépendances armées aux énergies fossiles. Alors, ça me fait beaucoup rire. Donc, l'armée vue par Madame Toussaint, c'est donc une armée française dans laquelle il n'y a plus de dissuasion nucléaire. C'est vrai que vu les circonstances, on peut quand même se poser la question de la pertinence d'une telle proposition. C'est un porte-avions Charles de Gaulle à voile, c'est des chars à panneaux solaires. Je ne sais pas, il manque plus que les rations de combat véganes. Et je pense qu'on aura l'armée quinoa de vos rêves. Donc, je m'amuse beaucoup quand même, excusez-moi, Madame, quand je vois votre projet, quand je vois votre défense acharnée, votre refus plutôt acharné depuis des années à travers votre parti des budgets militaires, de l'augmentation de ces budgets, des augmentations des effectifs, je ne suis pas sûre qu'en voyant votre projet, voyez-vous, ça tremble beaucoup dans les murs du Kremlin. Donc, excusez-moi, il y a quand même une terrible forme d'incohérence à, depuis des années, avoir voulu désarmer la France, la désarmer sur le plan de l'industrie de défense, mais aussi en termes de moyens, et à vouloir aujourd'hui absolument aller en guerre. Et donc moi, je vous le dis, j'assume, oui, c'est vrai, dans cette histoire, j'apporte un peu de nuance, je suis désolée de vous le dire. Je souhaite pouvoir aider l'Ukraine à résister, bien évidemment. Je ne considère pas pour autant que ce soit à la France de faire la guerre à sa place, parce que c'est un sujet sérieux, et que le risque derrière, c'est celui d'un embrasement du conflit, justement dans un conflit vous voyez, Madame Maréchal, nucléaire. Et donc je crois que la voix de la France... Le fait est que oui, je critique la politique qui a été menée par M. Macron à l'égard de Vladimir Poutine. De garder cet équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il l'a accueilli, Vladimir Poutine, en grande pompe à Versailles, que Gazprom s'est installé dans le palais des glaces de notre pays. Je critique la politique menée par Gerhard Schröder, qui est un socialiste allemand, qui a enfermé l'Allemagne dans une dépendance au gaz de Poutine. Je critique aussi François Fillon, qui a été prendre de l'argent chez Vladimir Poutine. Et ces gens-là, tandis que nous, que vous désignez comme étant des idéalistes, alors je ne sais plus comment vous l'avez dit, très concret, pendant que nous tirions la sonnette d'alarme en disant attention, nos dépendances toxiques à des dictatures doivent cesser, pendant que nous œuvrions pour nous libérer de ces dépendances toxiques, eh bien vous pactisiez avec l'ennemi et vous êtes le parti de la collaboration depuis toujours, Madame Maréchal, et vous savez, nous assumons le fait que nous défendons une Europe et une France de la paix, et que oui, défendre la paix, ça veut dire pouvoir augmenter le soutien militaire quand il en est de besoin. Et pardonnez-moi, mais tout en baissant les armes et les effectifs. Nous avons toujours été présents pour soutenir l'Ukraine, y compris sur le soutien militaire, en envoyant des armes et non pas en envoyant des troupes. Et il faut soutenir aussi financièrement l'Ukraine. Mais oui, ça veut dire derrière d'essayer de développer une diplomatie qui, au niveau mondial, vise la paix, vise la sortie de l'arme nucléaire parce qu'elle est dévastatrice. Et oui, nous demandons la fin des exportations d'armes vers les régimes qui sont des dictatures ou qui bafouent les droits humains. Et vous savez, la France est le deuxième pays d'exportation d'armes du monde, derrière les États-Unis. Nous sommes le deuxième exportateur d'armes et pourtant nous n'avons pas les armes
nécessaires pour nous défendre ou pour soutenir les Ukrainiens. Et donc oui, je pense qu'il faut absolument changer de modèle, cesser de livrer des armes à des dictateurs, nous exportons que nous arrivons encore à produire en France. Et à des armes et à des pays qui violent les droits humains. Nous avons envoyé des armes dans de nombreux régimes qui les utilisent contre leur population. Et donc ça, je suis désolée, mais oui, il faut cesser. Et pardon, mais non, tout montre, quand on regarde les faits, les armes dont nous disposons, les industries dont nous disposons et qui fonctionnent, tout montre que nous ne produisons pas les armes nécessaires pour nous défendre ou pour soutenir les autres pays d'Europe, mais que nous construisons des armes pour servir aux dictatures. Moi, j'ai juste une petite question. Donc, vous êtes toujours aujourd'hui pour la fin de la dissuasion nucléaire française? À terme, bien sûr, nous souhaitons qu'il soit mis fin à la dissuasion nucléaire dans le monde, Madame Maréchal, dans le monde. Et donc, nous voulons que le monde, toujours pour la réduction des armements se libère de l'arme nucléaire parce qu'elle est dévastatrice. J'ai compris. Donc, et toujours pour la réduction des armements en France. Mais oui, nous demandons à ce qu'il y ait une défense européenne, Madame Maréchal. Et ça, je sais que c'est une opposition entre nous. Oui, nous pensons qu'il faut défendre une défense européenne. Donc une armée européenne. Nous avons soutenu l'augmentation des dépenses d'armement en France comme en Europe, Madame Maréchal. Donc ça sert à rien d'essayer de nous faire dire le contraire. Depuis des années en France, vous êtes battu même sous François Hollande. Nous considérons que nous avons besoin d'une défense européenne et que c'est à ce niveau-là que se joue la défense de notre continent, de la démocratie. Alors moi j'ai une question, dans le 21e siècle. Européenne, parce que je sais que dans votre programme, vous êtes pour la fin du vote à l'unanimité. Tout à fait. Vous êtes pour qu'il y ait dorénavant un vote à la majorité et donc la fin finalement du droit de veto potentiel de la France sur certains sujets. Dans votre armée européenne, est-ce qu'il y aura aussi le vote à la majorité ou c'est un vote à l'unanimité? Ça veut dire, est-ce que demain, la France, dans votre modèle, pourra se voir contrainte l'envoi d'une armée à laquelle elle a participé sans finalement avoir validé cette décision? Madame Maréchal, que si je vous pose cette question, c'est parce que moi je suis radicalement opposée à l'idée de l'armée européenne et à la diplomatie européenne et à la fin de l'unanimité. Mais posez-moi de vous poser une question, même si c'est avec Mme Mélanie et M. Orban. Répondez-moi. C'est très important. Qu'allez-vous décider avec Mme Mélanie et M. Orban? Est-ce que vous allez décider moi, porter atteinte à l'état de droit comme ils le font? Je suis contre la fin de la majorité et de l'unanimité. Mais c'est très clair. Et donc, pourquoi c'est très clair et nous sommes pour la construction européenne. Et nous pensons que oui, nous pouvons agir en solidarité et décider ensemble de notre avenir. Donc oui, demain, une armée solidarité européenne. Une armée européenne pourra partir sans l'aval de la France pour envoyer des troupes et des soldats français. Décision des États membres, des soldats français conjointement. Des soldats français sans l'aval de la France. Je pense que c'est important que tout le monde l'entende. Marion Maréchal, nous arrivons au terme de ce débat. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur les temps de parole pour que vous puissiez calibrer vos conclusions. Marie Toussaint, vous avez à peu près 40 secondes d'avance. Comme vous aviez commencé, c'est Marion Maréchal qui conclura. Donc Marie Toussaint, je vais vous demander de conclure brièvement, s'il vous plaît, pour que les temps de parole puissent être respectés en conclusion de ce débat. Eh bien, moi, je veux dire à celles et ceux qui nous regardent que nous avons le choix. Et que le 9 juin 2024, nous avons le choix entre deux Europes. Une Europe, on l'a entendu, qui est celle de la haine, du rejet de l'autre, de la xénophobie, j'insiste. Ou une Europe qui est celle qui, en responsabilité, regarde son avenir, regarde le défi climatique, qui est le défi de notre siècle, et se dit qu'il souhaite y répondre dans la justice et la solidarité et l'humanisme. Cette Europe-là, c'est l'Europe que promeuvent les écologistes. Et c'est pour ça que je vous invite à vous mobiliser le 9 juin 2024, parce que c'est une date cruciale et des élections extrêmement importantes qui sont des élections européennes et non pas présidentielles, comme l'a suggéré Mme Maréchal tout à l'heure. 24-58, Marie Toussaint. Marion Maréchal, vous avez donc 1 minute 15 pour conclure. C'est à vous. Je pense que tout le monde aura vu le projet européen qui nous oppose. Si nous continuons en effet dans cette voie, nous aurons le pacte vert, le fanatisme écologique, nous aurons une idéologie qui selon moi est extrêmement dangereuse, qui est à la croisée de Mère Morale et Père Fouettard, une idéologie qui veut tout taxer, tout interdire, le barbecue, le sapin de Noël, le Tour de France, les piscines, la pêche, la chasse, les balades à poney. Je pense que si vous le pouviez, vous nous interdiriez même de faire des enfants. J'ai vu que Mme Rousseau se félicitait de la baisse de la démographie en France il y a quelques jours. Donc moi je vous propose en effet de changer radicalement l'Europe et la bonne nouvelle c'est qu'il y a une opportunité historique de pouvoir le faire puisque tous les sondages européens démontrent que nous pouvons non seulement sortir von der Leyen mais également avoir une nouvelle majorité de droite cette fois, donc de droite pour défendre notre identité, notre culture, nos frontières, la science, l'homme qui selon moi n'est pas le problème comme vous semblez le penser mais bien la solution, notamment en matière écologique. Merci beaucoup Marion Maréchal, merci beaucoup Marie Toussaint.